qu'auprès des automobilistes qui préfèrent miser sur des valeurs sûres. Avec l'apparition de nouveaux produits japonais de masse, les marques exclusives et bien établies ont toutes les chances de conserver leur position et d'accroître leur prestige. Trop souvent, les médias nous rappellent la menace que représentent les constructeurs automobiles japonais. Il est certain qu'ils sont passés à l'offensive et les nouveaux modèles se succèdent au pas de charge. Ils changent leur modèle tous les 3 ou 4 ans, une cadence presque 2 fois plus rapide que les constructeurs européens. Les Japonais détiennent aujourd'hui environ 10% du marché européen, même si ce chiffre varie d'un pays à l'autre. Ils doivent leur plus grand succès à des voitures bon marché de petite et moyenne catégorie, ce qui ne les empêche pas de produire depuis très longtemps des voitures plus grandes. À présent, ils entendent s'attaquer au marché des voitures de luxe. La première grande voiture vraiment compétitive est la Honda Legend, commercialisée en Europe en 1985. La stratégie des constructeurs automobiles japonais ne diffère guère de celle déployée dans d'autres secteurs. Rappelez-vous, les Suisses avaient quasiment le monopole de la montre bracelet. Puis vinrent les Japonais, avec des modèles ressemblant comme 2 gouttes d'eau aux montres suisses, mais vendus en masse à des prix écrasés. Plus tard, ils se mirent à proposer des modèles plus chers et plus raffinés. Toutefois, les marques suisses de prestige, telles que Rolex et Patek Philippe, n'ont pas seulement survécu, elles ont aussi gagné en exclusivité. Les Japonais ont fait de même sur le marché de la photo. Ils ont commencé par vendre des appareils relativement simples, produits en masse et proposés à bas prix. Ensuite, les gammes furent progressivement étoffées pour prendre des parts de marché encore plus importantes. Cela dit, les marques européennes sont parvenues à se créer une image exclusive. Ainsi, Leica et Hasselblad détiennent toujours une position que les Japonais sont à 100 lieues atteindre. Ce processus se répétera-t-il sur le marché automobile ? Les Japonais ont enregistré de grands succès dans les voitures de petite et moyenne catégorie. Que se passera-t-il lorsqu'ils commenceront à s'attaquer à des marques prestigieuses telles que Mercedes, BMW et Saab ? Voyons ce que peut offrir la Honda Legend et faisons la comparaison. Nous avons essayé la version berline 4 portes de la Honda Legend, qui existe également en coupé 2 portes. L'avant est très plongeant et élégant. Le pare-brise présente une grande inclinaison. La ligne de toit se fond discrètement dans la lunette arrière courbe et le coffre subtilement curviligne. La berline a quelque chose d'un coupé élégant. Les feux clignotants sont logés dans le pare-choc avant. Ils sont donc très exposés au choc. Les conduits d'aération de l'habitacle sont situés au niveau des feux arrière et allient élégance et sportivité. Bien que les lignes de la Honda Legend soient élégantes, on ne peut pas dire qu'elles soient particulièrement typées. On y retrouve clairement de nombreux emprunts faits à des constructeurs européens tels que BMW. À première vue, il est difficile de distinguer la Honda Legend de l'Accord, sa sœur cadette. L'accès au poste de pilotage est aisé. On s'installe facilement derrière le volant, réglable en hauteur mais pas en inclinaison.
Le siège conducteur est aux commandes électriques et le réglage s'effectue à l'aide de commandes très pratiques. Lorsque la position de conduite est réglée en fonction d'une morphologie européenne, il faut quelque peu tendre les bras pour tenir le volant. La légende ne donne pas l'impression d'une grande voiture à son volant. La position de conduite est basse et la forte inclinaison du pare-brise vous met presque nez à nez avec la vitre. L'instrumentation est bien disposée et lisible, mais si vous regardez de près le compteur de vitesse, vous vous rendez compte qu'il présente une erreur de conception, car il est difficile de distinguer les lignes auxquelles les chiffres font référence. La plupart des instruments et boutons sont très faciles à atteindre. Les feux et les clignotants se commandent au moyen du levier à gauche de la colonne de direction. Le levier situé à droite de la colonne commande l'essuie-lave-glace avant. Le régulateur de vitesse est placé à l'américaine sur le volant. Spotlight estime que cette formule est très fonctionnelle. Le témoin de dégivrage de lunettes arrière n'est pas assez puissant. L'un des pilotes d'essai a roulé pendant 4 heures sans se rendre compte que le dégivrage fonctionnait. Les commandes de vitesse électriques, toit ouvrant électrique, capot moteur, couvercle de coffre, trappe du réservoir de carburant sont toutes à portée de main et ergonomiques. Il y a toutefois des exceptions. La commande des rétroviseurs extérieurs est difficile à trouver. L'habitacle regorge de petits détails, un compartiment à monnaie par exemple. Certains fusibles sont logés derrière ce compartiment, si bien que pour changer un fusible, vous êtes obligé de sortir de la voiture, ce qui est fort désagréable, sous pluie battante et par nuit noire. Les vides-poches latéraux sont là pour la forme. Impossible d'y glisser un atlas routier. La boîte à gants au-dessus du tableau de bord est pratique. Le réglage de l'horloge s'effectue après ouverture d'un petit volet. La voiture que nous avons essayée était équipée d'un système de conditionnement d'air qui semblait donner satisfaction. Pour utiliser la ventilation en manuel, il faut trouver un petit volet. Il ne faudra pas longtemps avant que ce petit volet, pas très costaud, rende l'âme. Les grandes ouïes logées dans le tableau de bord ne diffusent que de l'air frais et ne peuvent être fermées complètement. Gare au courant d'air. Le mariage du plastique et du bois est moins heureux et ne crée pas ce sentiment d'exclusivité que les concepteurs recherchaient. Un logement est prévu pour la radio et un égaliseur, par exemple. Le cendrier et l'allume-cigare sont très bien situés et fonctionnels. Passons à présent quelques détails en revue. Patère dans le plafond. Petit rangement dans la console centrale. Grand compartiment sous l'accoudoir central séparant les sièges. L'espace aux jambes est généreux à l'arrière. La banquette peut accueillir 3 personnes, sans assurer pour autant un grand confort sur de longs trajets. Le plafond, surtout à hauteur du passager central, est trop bas, même pour des personnes de taille moyenne. Sous la lunette arrière, un peu comme chez Mercedes, on trouve un compartiment pour la trousse de secours. L'accoudoir arrière comporte également un petit compartiment de rangement. La forme de cet accoudoir est presque en tout point identique à celui des BMW série 5. À noter l'absence de tunnel pour le chargement de ski. Le couvercle de coffre présente un bon angle d'ouverture et se prolonge jusqu'au seuil de coffre, ce qui simplifie le chargement. Le coffre est plat et facilement exploitable. Selon la méthode autographe, le coffre de la Honda Legend présente un volume de 374 litres contre 447 litres pour la Saab 9000 CD. Les Japonais n'ont pas l'habitude d'accorder grande importance au volume de coffre. La moquette égalité et le fond amazonite sont peu ajustés et d'une qualité généralement réservée aux voitures moins chères.
La roue de secours est de taille normale et repose sur un support métallique dans lequel on peut ranger de petits objets tels qu'une trousse à outils. Le coffre est dépourvu de poignée, c'est bien plus malin pour se salir les mains. À pleine charge, la suspension trop molle entraîne une réduction de la garde au sol. Sur route dégradée, cela a pour conséquence de favoriser les contacts des parties basses de la voiture avec la chaussée. Avec 5 personnes à bord, pour ne pas dépasser le poids maximal autorisé, vous avez tout juste droit à 30 kg de bagages. Vous devrez donc séparer l'indispensable du superflu avant de partir en voyage. Le moteur est un V6 de 2,7 litres et 4 soupapes par cylindre placées transversalement. Chaque rangée de cylindres a son arbre à cames, ce qui signifie que les soupapes doivent être commandées par des culbuteurs. Bien que la plupart des points d'entretien soient faciles d'accès, le compartiment moteur, trop encombré, ne fait pas la joie des mécaniciens. Le terme recherche des pannes prend ici tout son sens. Les pièces de rechange Honda figurent parmi les plus chères du marché. Retournons la voiture et jetons un coup d'œil sur ses dessous. Le moteur et la boîte de vitesse sont suspendus dans un châssis distinct monté sur silencieux caoutchouc, ce qui permet d'éviter que les vibrations ne soient transmises à l'habitacle. La géométrie avant se compose de ressorts hélicoïdaux, d'amortisseurs intégrés, de doubles jambes de force et d'une barre anti-roulis. Les disques de frein sont ventilés à l'avant. Notez que le filtre à huile doit être enlevé par le dessous de la voiture. Le système d'échappement est exemplaire. Il est logé dans le plancher de la voiture, ce qui le protège contre tout dommage. Les roues arrière sont suspendues de la même façon qu'à l'avant, à ceci près que les ressorts et les amortisseurs sont distincts. Le moteur V6 de la Honda Légende développe 169 chevaux et atteint son couple maximum de 225 Nm à 4500 tours minute. Le mariage moteur-boîte de vitesse à 5 rapports est réussi. Le moteur répond bien et ses reprises sont de qualité. Toutefois, à vitesse élevée, le moteur paraît un peu faiblard. Les bruits aérodynamiques des roulements deviennent gênants à haute vitesse. Cette voiture n'est pas conçue pour un usage autoroutier intensif. Voyons à présent les accélérations de la Légende lors de dépassements, un point important pour la sécurité. En quatrième, nous accélérons ici de 80 à 120 km/h. Sur la gauche, vous voyez la même chose avec une Saab 9000 CD Turbo. Le 4 cylindres turbo-compressé de la Saab fournit presque 20% de couple de plus que la Honda à 3000 tours minute. Les accélérations et la vitesse de pointe sont donc meilleures que sur la Honda. Les timides performances du V6 ne correspondent guère à l'image sportive que Honda tente de créer à travers ses investissements massifs dans ses moteurs de Formule 1. Le système d'anti-blocage des roues ALB n'a pas donné entière satisfaction. Après quelques freinages appuyés, il a tout simplement baissé pavillon. En conduite sportive, surtout à pleine charge, la suspension pêche par sa mollesse. Autre facteur de surprise, l'arrière a tendance à déboîter lors de décélérations brusques en virage. La suspension est confortable, mais ne répond nullement à l'image Formule 1 de Honda. La Honda Légende est une voiture conçue pour une conduite tranquille à vitesse modérée. Voyons les avantages que la Honda Légende propose aux clients potentiels. La souplesse du moteur V6.
La boîte de vitesse à la commande douce. La suspension confortable. L'habitacle élégant et confortable. La richesse de l'équipement. Le silence dans la plupart des situations. Quels sont les inconvénients à indiquer à un acheteur potentiel d'une Saab qui se déclare également intéressé par la Honda Légende? Manque de prestige pour une voiture de ce prix. Moteur et performance peu convaincants. Volume du coffre tout à fait médiocre. Faible garde au toit, aux places arrière. Détail de finition de qualité insatisfaisante. Solution conceptuelle médiocre. Bien que la Honda Légende soit une voiture d'assez bonne qualité, elle manque de personnalité et de séduction. Dans notre bilan d'essai, nous n'avons pas mentionné l'aspect qui déterminera vraiment l'éventuel succès de la Légende, un aspect qui n'a rien à voir avec la voiture proprement dite. Nous songeons ici à un réseau de concessionnaires dynamiques, à un réseau prenant soin de ses clients et leur assurant un service après-vente de qualité, afin de garantir la satisfaction au quotidien. Le magazine américain Power Report, publié par J.D. Powers et Associates, a présenté les résultats d'une enquête qui avait pour objectif d'établir un classement de satisfaction des voitures proposées sur le marché. En tête de liste, on trouve l'Acura, le nom de guerre de la Légende en Amérique du Nord. En avant-dernière position, nous trouvons la Sterling. Connue en Europe sous le nom de Rover 800, une voiture presque identique à la Honda Légende. Y a-t-il une relation entre la satisfaction de la clientèle et les résultats commerciaux? En 1987 et 88, les ventes de la Honda Légende ont augmenté de 29%, alors que celles de la Rover ont chuté de 38%. Il y a donc intérêt à procurer à la clientèle une voiture sans problème. En tant que produit, la Honda Légende ne constitue pas une grande menace. Au contraire, la Saab 9000 est très bien armée pour lui résister en termes de qualité, d'équipement et de prix. C'est dans les halles d'exposition que va se gagner ou se perdre la bataille. Saab peut-elle conquérir autant de nouveaux clients que Honda? Un propriétaire Saab peut-il être à ce point satisfait de son achat qu'il choisisse à nouveau nos couleurs? Si Saab peut relever ce défi, nous n'avons rien à craindre de la Honda Légende. Bien entendu, nous devons nous garder de sous-estimer le défi japonais, mais les atouts de Honda semblent remporter plus de succès auprès des journalistes spécialisés qu'auprès des automobilistes qui préfèrent miser sur des valeurs sûres. Avec l'apparition de nouveaux produits japonais de masse, les marques exclusives et bien établies ont toutes les chances de conserver leur position et d'accroître leur prestige.
C'est ici que vit Jacques avec sa femme et ses 2 enfants. Jacques est architecte depuis plusieurs années. C'est un homme comblé tant sur le plan privé que par sa réussite professionnelle. Mais aujourd'hui, Jacques se trouve confronté à un problème: changer sa voiture. Quels sont ses critères? Une voiture spacieuse, un moteur performant, confortable, plus sûr pour de longs voyages. Peut-être une Volvo. Auparavant, Jacques possédait une Ford. Son patron utilise une BMW. La nouvelle Nissan rassemble toutes les nouveautés technologiques. Une Mercedes impressionnerait les voisins et pourquoi pas une Pontiac. Mais nous, Saab, n'avons-nous pas une réponse à tous ces critères? Bien sûr, la Saab 9000 CD avec le nouveau moteur 2,3 litres. Les caractéristiques du nouveau moteur 2,3 litres mettent encore mieux en valeur les qualités routières de la Saab 9000. C'est le moteur le plus souple et le plus silencieux que nous ayons construit. Ce moteur est suffisamment performant pour satisfaire tous les utilisateurs. L'accroissement de sa cylindrée de 0,3 litres apporte-t-il une si grande différence? Cette différence est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît car le moteur de conception entièrement nouvelle. Le nouveau système d'admission étouffe encore mieux le bruit. Une nouvelle culasse avec de plus larges conduits d'admission et des chambres de combustion modifiées. Le système SDI permet un allumage plus précis. La courche plus grande des pistons augmente la cylindrée. Le nouveau bloc moteur est équipé de 2 arbres d'équilibrage destinés à annuler les forces engendrées par le mouvement des pistons. Ceci réduit considérablement les niveaux de bruit et de vibration. Après mesure comparative des vibrations sur les moteurs 2 litres et 2,3 litres, ce dernier se situe dans la même classe que les meilleurs 6 cylindres du marché. Si nous comparons la puissance des moteurs Saab, on constate que le moteur 2,3 litres dépasse déjà le couple maximum du moteur 2 litres à 1500 tours minute. Mais pourquoi Saab choisit-il un moteur 4 cylindres quand tous ses concurrents ont des modèles 6 cylindres? Un moteur 4 cylindres offre les avantages suivants: un poids plus léger, une consommation d'essence inférieure, une émission de gaz d'échappement moindre, de meilleures performances, un volume plus réduit, donc un gain de place pour les occupants. Le seul reproche comparativement à un 6 cylindres, c'est qu'il émet des vibrations qui d'ailleurs ont été éliminées au moyen des arbres d'équilibrage. Étudions d'un peu plus près les voitures qui intéressent Jacques. La Volvo, de par son design, elle se distingue de la plupart des autres voitures. C'est avant tout une propulsion. Elle est animée par un moteur 4 cylindres 2,3 litres, 16 soupapes et un double arbre d'équilibrage. Sa puissance est de 155 chevaux, l'habitacle est très strict, la conception de la planche de bord et de l'intérieur est sobre. La Ford Scorpio a une ligne plus aérodynamique, mais son dessin cache une conception très classique. C'est également une propulsion. Son moteur n'est pas récent, c'est le 2,3 litres V6, développement 145 chevaux. La Scorpio est spacieuse et offre un bon rapport prix-équipement. Vous ne pouvez pas vous tromper sur les lignes de la BMW.
Le modèle 525i est animé par un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres et développant 170 chevaux. Les sièges sont bien dessinés et accueillants. À l'arrière, le verrouillage des ceintures de sécurité se trouve sur les bords extérieurs. La banquette a été conçue pour 2 personnes. La Nissan Maxima est une des dernières nées des voitures japonaises. C'est une traction et le compartiment moteur est entièrement occupé par le V6. Celui-ci développe 170 chevaux. La ligne est aérodynamique mais discrète. La position de conduite est bonne et les équipements électriques complets. Le prestige de Mercedes est indéniable. La 260e est pourvue d'un moteur 6 cylindres en ligne d'une cylindrée de 2600 cm3. C'est, comme toutes les Mercedes, une propulsion. Son poste de conduite avec son volant d'un diamètre important paraît par trop massif. Ce n'est pas surprenant, Mercedes a fêté ses 100 ans d'expérience. Les voitures américaines se rapprochent de plus en plus des européennes par la taille et par la conception. La Pontiac Bonneville SSE est une traction et possède un moteur V6 de 3,8 litres de cylindrée développant 168 chevaux. L'équipement électronique est omniprésent. Rien ne manque. Jusqu'à la boussole montée en série. La lutte est âpre. Toutes les voitures, sauf les Volvo, sont équipées de moteurs 6 cylindres avec une cylindrée supérieure à la Saab. Toutes, sauf la Ford, développent plus de puissance. La vraie force du moteur à toutes les vitesses est montrée plus clairement par la courbe de couple. La Pontiac et la Nissan ont un couple très élevé. Et les autres, y compris Saab, sont presque du même niveau. Mais comme le moteur alourdit le véhicule, rien n'est joué quant à la voiture la plus rapide. Avec un moteur à 4 cylindres et une traction avant, la Saab est plus légère que les autres. La Pontiac, par exemple, pèse 300 kg de plus. Quelle est la voiture la plus rapide? Vérifions avec un test d'accélération de 0 à 100. La Nissan Maxima vient en tête juste sous les 9 secondes. La différence entre les voitures est de quelques dixièmes de seconde. Mais est-il intéressant de connaître ce chiffre? Le client utilisera-t-il jamais ce potentiel au milieu de la circulation? Passons à une situation plus courante. Voyons le dépassement d'un camion semi-remorque roulant à 80 km/h, nous obligeant à accélérer jusqu'à 120 km/h en cinquième. La différence est beaucoup plus marquée entre chaque voiture que lors du premier test. Presque 7 secondes d'écart entre la meilleure et la plus mauvaise performance, un temps qui peut se révéler très long dans une situation critique. Pour l'acheteur d'une voiture de cette classe, il est important que le niveau sonore soit bas. Voici le test relatif au bruit moteur, vous permettant de classer les voitures en 3 groupes. Les voitures les plus silencieuses sont la Mercedes et la BMW, la Volvo est la voiture la plus bruyante, quelle que soit la vitesse. Les autres voitures maintiennent un niveau de bruit comparable aux voitures les plus silencieuses en roulant à leur vitesse de croisière, mais le moteur est plus bruyant à l'accélération. Même si le coût de la consommation n'est pas le premier critère pour des utilisateurs de cette catégorie de véhicules, ceux-ci ne souhaitent pas s'arrêter fréquemment pour se ravitailler.
Avec 50 litres de carburant, la différence d'autonomie est de 80 km entre la Saab et la Pontiac plus gourmande. Résumons. La Volvo 740 GLT est une voiture hors du coup sur bien des critères. Son moteur est bruyant et il est nécessaire de prendre beaucoup de tours pour atteindre de bonnes performances. Sa tenue de route n'est pas exemplaire. L'argument force des automobiles de Volvo est axé sur la sécurité. La Ford Scorpio est spacieuse, mais le tunnel de transmission occupe trop de place à l'arrière. Son moteur V6 ne procure pas de sensation aussi agréable que les 6 cylindres en ligne. Malgré la faible puissance de son moteur, 145 chevaux, la Scorpio est dotée de bonnes performances, mais s'est révélée gourmande. La BMW 525i permet une conduite sportive, mais les places arrière sont les moins spacieuses de toutes les voitures testées. Son moteur est silencieux. La BMW la plus puissante. Ses reprises sont faibles en dessous de 4000 tours minute, ce qui nécessite des changements de vitesse fréquents. L'espace intérieur de la Nissan Maxima est dans la moyenne des voitures testées. Sa garde au toit est faible à l'avant et à l'arrière. Le moteur a une consommation plutôt élevée, mais celui-ci est souple, silencieux et rapide. La Mercedes 260e est aussi belle que peut le suggérer la présence de l'étoile sur le capot. L'espace et le confort à l'arrière ne sont pas exceptionnels. Le moteur est silencieux et calme, mais semble lourd lors de conduite en agglomération. Les dépassements nécessitent souvent de rétrograder jusqu'en troisième. La Pontiac a le moteur ayant la plus grande cylindrée, 3,8 litres, d'où une consommation de carburant plus élevée. En matière d'équipement, elle dépasse toutes les autres. Son gros moteur la rend lourde de l'avant, entraînant un sous-virage net dans les courbes serrées. Saab supplante ses concurrentes par sa faible consommation, sa puissance de traction, sa souplesse moteur et son silence. Elle équivaut au meilleur 6 cylindres. Mais bien sûr, une voiture n'est pas seulement un moteur. La Saab est aussi très spacieuse et ses diverses caractéristiques entraînent un attrait et un confort de conduite incomparables. Comment pourrions-nous convaincre Jacques que notre moteur 2,3 litres peut rivaliser avec des moteurs de 6 cylindres et plus puissants? Les enquêtes démontrent que pour les acheteurs de Saab, l'essai de conduite est plus révélateur que pour l'achat des autres marques. Sur 10 acheteurs de Mercedes ou Volvo, l'essai du véhicule a été déterminant pour 3 d'entre eux. L'essai du véhicule a été déterminant pour 4 sur 10 acheteurs de BMW. 6 acheteurs sur 10, s'agissant de Saab, ont affirmé que l'essai a joué un rôle décisif quant au choix de leur véhicule. Il est donc de la plus haute importance d'essayer le véhicule. Nous pouvons gagner ainsi de nombreux clients. En proposant un essai, vous créez un climat de vente positif et prévenez ainsi tout un ensemble de remarques désagréables. Voici quelques tuyaux pour l'essai. Montrez le réglage du siège du conducteur, du volant et de la ceinture. Il est important d'être bien assis pour expérimenter une bonne conduite. Commencez en douceur afin de souligner le silence et la souplesse moteur à bas régime. Cela permet au prospect de s'habituer à la voiture. Puis, laissez-le tester la puissance du moteur en conduite active. Le prospect pourra alors se rendre compte de la facilité et du plaisir de conduire une Saab. Un essai offre de nombreuses occasions de convaincre les prospects que le 2,3 litres est un moteur qui a les qualités de fonctionnement d'un 6 cylindres, avec en prime la sobriété d'un 4 cylindres. Ceci est une des clés du succès de cette nouvelle motorisation.
Le 26 octobre, la Saab 9000 a été reconnue comme la voiture la plus sûre du marché après une enquête faite sur 900 000 accidents et menée par la plus grande compagnie d'assurance suédoise. Les résultats de cette enquête ont prouvé que la Saab 9000, qui occupe la première place du classement, est aussi 30% plus sûre que la seconde. Aux USA, une enquête similaire portant sur 6 millions d'accidents a prouvé que la Saab 9000 est la plus sûre de sa catégorie. Au centre, nous voyons le directeur de la division automobile de Saab, Jean-Éric Larchon, à la remise du trophée Folksam, preuve supplémentaire que la Saab est une voiture unique.